Le secret d'Orsandre. Chapitre 1. L'aventure au coin de la rue. Attablé devant son petit déjeuner, Axel remuait sans entrain sa cuillère dans sa tasse de chocolat chaud. L'œil morne, il contemplait le logo de l'équipe de foot des trolls islandais reproduit sur le paquet de céréales posé devant lui. Bien que fan de cette équipe, le garçon n'eut pas le courage de lire l'article qui lui était consacré. La perspective de sa rentrée en classe de première ce jour même avait en effet durablement assombri son humeur. Méditant amèrement sur le sens, ou plutôt l'absence de sens, de la vie, il passait en revue les choses désagréables que l'on ne peut éviter lorsqu'on est un adolescent de 16 ans. Le lycée, les examens, les parents toujours sur le dos. La voix flûtée de sa mère le conforta dans son opinion. « Dépêche-toi, mon petit chaton! Tu vas finir par être en retard !» lui rappela Sophie d'un air enjoué. Ces paroles renforcèrent l'exaspération du garçon. « Petit chaton, et puis quoi encore ?» s'indigna-t-il à mi-voix. « Je donnerais vraiment n'importe quoi pour échapper à cette vie pitoyable. » À ce moment-là, il était loin de se douter que son souhait allait être très rapidement exaucé. 1 heure plus tard, Axel était assis à côté de sa mère, qui le conduisait au lycée dans sa petite voiture électrique à travers les rues embouteillées du quartier latin. À Paris, Sophie travaillait en effet non loin de là. Elle enseignait la littérature elfique à l'université de la Sorbonne. À l'image de son véhicule, d'un vert pomme peu discret, Sophie ne passait pas inaperçue. Petite rousse aux yeux bleus, souriante, dynamique, elle attirait immédiatement la sympathie. Axel avait hérité de son caractère ouvert et de ses innombrables taches de rousseur. Mais il dépassait sa mère d'une tête. Sans être immense, il était en effet assez grand pour son âge. Pour le reste, il avait des yeux clairs, d'une couleur bleu-vert peu commune, des cheveux bruns à reflets roux, continuellement en bataille, et un menton volontaire qui lui donnait un air décidé. Sophie lança un rapide coup d'œil dans le rétroviseur avant de doubler le cycliste qui était devant eux, un jeune faune coursier portant un t-shirt jaune fluo. Dans la voiture, la radio fonctionnait en sourdine, déversant un flot de musique bientôt suivi des informations matinales. Soudain, une voix tonitruante trancha avec celle, bien plus polissée, du présentateur du journal des actualités. Son attention captée, Sophie monta le son de la radio. « Vous autres humains devriez enfin comprendre que la Terre ne vous appartient pas. Depuis trop longtemps, vous exploitez sans vergogne les richesses de notre planète. Votre cupidité, couplée à votre arrogance, mène le monde à sa ruine. Pour de nombreux peuples, les conséquences seront tragiques. Mais pourquoi vous en soucierez-vous? Pourquoi renonceriez-vous au profit, au confort? Après tout, vous survivrez sans doute aux catastrophes que vous êtes en train de provoquer. Hélas, on ne peut en dire autant des autres habitants de la Terre. Réalisez-vous seulement que la fonte des glaces résultant du réchauffement climatique signifie purement et simplement la mort de mon peuple? Le journaliste reprit la parole d'un ton détaché. C'est en ces termes virulents que Trim, le roi des géants du givre, s'est exprimé hier devant le Parlement européen à Strasbourg. S'il est vrai que les eurodéputés ont officiellement écouté son discours avec la plus grande attention, tous ne semblent pas éprouver en privé le même respect pour ce personnage, que certains n'hésitent pas à qualifier de rustre arriéré, ignorant les réalités économiques. Agacée par ces attaques contre le roi des géants du givre, à qui elle donnait entièrement raison, Sophie s'exclama avec véhémence. « Un rustre arriéré! C'est vraiment n'importe quoi! Trim a entièrement raison. Ces revendications sont tout à fait légitimes. Je ne supporte pas ces journalistes et hommes politiques qui le traitent comme un être inférieur, une créature stupide que l'on peut berner aisément. Si l'on ne fait rien pour les aider, les anciens peuples disparaîtront, et les hommes feront semblant de les regretter, tout en se réjouissant d'avoir pu mettre la main sur leurs richesses et leurs terres. » Bien qu'il partageât l'opinion de sa mère, Axel jugea plus prudent de ne pas relever ses propos. Connaissant l'intérêt passionné que Sophie portait aux anciens peuples, il n'avait pas envie de la lancer dans un interminable discours qu'il connaissait par cœur. Il se contenta donc d'éteindre la radio, non en tournant le bouton comme l'aurait fait toute personne normale,
mais simplement en le lui ordonnant mentalement. Sophie poussa un soupir d'exaspération. « Combien de fois faut-il te dire de ne pas utiliser ta magie pour un oui ou pour un non ? Tu finiras par te faire prendre au lycée et tu auras de sérieux problèmes, l'avertit-elle. Axel possédait en effet un talent certain pour se faire obéir des objets. Cette aptitude, assez pratique en soi, constituait une source inépuisable d'étonnement autant que d'inquiétude chez ses parents. Certes, le don de magie existait depuis l'aube des temps. Mais il était de moins en moins fréquent chez les humains, et ceux qui en étaient dotés n'attiraient guère l'insympathie de la population. Pour cette raison, Sophie préférait que son fils reste discret sur ses pouvoirs. Le garçon laissa son regard errer à travers la fenêtre de la voiture. Il aperçut une famille de lutins qui peinaient à se frayer un chemin parmi les humains, manquant à chaque pas de se faire écraser. « On dirait des korrigans !» affirma Sophie, qui les avait également vus. « Il est pourtant bien rare d'en apercevoir en plein Paris, si loin de leurs réserves. » Comme la plupart des membres de leur peuple, les korrigans répugnaient en effet à se rendre dans les grandes villes humaines et quittaient rarement le territoire auquel ils étaient rattachés. La plus célèbre réserve de korrigans se trouvait non loin de la forêt de Brocéliande, en Bretagne. Au fil des ans, elle était devenue un haut lieu touristique, où les humains emmenaient leurs enfants se distraire. Si l'on était chanceux, on pouvait y voir des korilles, des cornicanèdes, des poules piquants, et bien d'autres individus du petit peuple de cette région. Certains lutins, moins sauvages, acceptaient contre rétribution de se faire photographier en compagnie de touristes. Cette réserve était loin d'être unique. Il y avait de nombreux autres lieux de ce genre à travers le monde, dans lesquels les humains, sous couvert de protéger les derniers représentants des anciens peuples, les avaient en réalité parqués pour mieux les contrôler. Depuis quelques décennies, un tourisme de masse s'était ainsi développé. On partait en safari photo dans le Romsdal, en Norvège, où on trouvait une réserve d'elfes, ou bien en Afrique du Sud, sur les traces des abattoirs, de minuscules êtres qui chevauchent des fourmis. Ou encore dans des parcs aquatiques qui avaient fleuri un peu partout le long des côtes méditerranéennes, et où quelques malheureux tritons et sirènes devaient s'exhiber à longueur de journée pour le plus grand plaisir des vacanciers. Certes, les habitants des réserves avaient parfaitement le droit de vivre ailleurs et de participer aux activités humaines, comme les manifestations sportives par exemple. Mais, dans l'ensemble, la majorité d'entre eux préféraient vivre à l'écart des hommes. La célèbre équipe de foot des trolls islandais était à la fois une exception et un exemple à suivre. Enfin, si la plupart des anciens peuples vivaient sous la domination humaine, certains, comme les fées ou les géants du givre, avaient cependant réussi à garder jusqu'à présent leur indépendance et leur territoire, se protégeant ainsi de la curiosité envahissante des hommes. Il se trouvait cependant fort heureusement des humains qui déploraient cette situation et défendaient les droits des anciens peuples. Les parents d'Axel en faisaient partie. Vincent et Sophie Dunois détestaient ce genre d'exhibition, qu'ils jugeaient dégradante. « Ces peuples existaient avant l'apparition des hommes, répétait-il souvent. La terre était à eux. Nous leur avons tout pris. Il ne faudrait pas en plus les ridiculiser et aller les observer comme des phénomènes de foire. » Axel ne pouvait que leur donner raison, même si dans son cœur, il rêvait de mieux connaître certains de ces mystérieux peuples préhumains. Suivant la famille de Corrigan des yeux, il reconnut soudain un garçon blond qui marchait sur le trottoir. « Arrête-toi » demanda-t-il à sa mère. « Je viens de voir Tristan. »« Dis-lui de monter » proposa gentiment cette dernière. « Je vais vous déposer tous les deux devant le lycée. »« Si cela ne te dérange pas, je finirai plutôt le chemin à pied avec lui. D'ailleurs, nous sommes presque arrivés. »« Aucun problème !» dit Sophie avec une légère pointe de déception dans la voix. Axel eut un petit sourire. Il savait que sa mère appréciait particulièrement l'humour et la culture de Tristan. Elle disait de lui qu'il avait la classe d'un elfe, ce qui n'avait rien d'étonnant car du sang elfique coulait en effet dans les veines du garçon. Sophie s'arrêta en double fil avant de s'adresser à son fils, qui avait déjà mis un pied sur le trottoir. « À ce soir, mon petit chaton, et bonne chance !» s'exclama-t-elle joyeusement, et malheureusement pour son fils, sans aucune discrétion. Poussant un soupir agacé, Axel lui fit signe de la main avant de s'éloigner aussi vite que possible d'un pas raide. Hélas, Tristan avait tout entendu. « Salut, petit chaton !» ricana ce dernier. « Et encore, je dois m'estimer heureux. Imagine qu'elle m'appelle cochonnet,
rétorqua Axel d'un air résigné. Les deux garçons échangèrent une poignée de main. Ma mère est adorable, mais elle me tape parfois sur les nerfs, confia Axel. Moi, je la trouve plutôt amusante, déclara Tristan. Son ami fit une moue dubitative. En tout cas, elle est beaucoup plus que la mienne, assura Tristan. Ce n'est pas difficile, approuva Axel avec une petite grimace. La mère de Tristan était infirmière. Les cheveux blonds clairs et les yeux gris comme son fils, Anna Valreg avait dû être belle dans sa jeunesse, mais avait maintenant un visage marqué, fatigué. Contrairement à Sophie, qui avait l'humour facile, elle était stricte, exigeante, et ne riait que rarement. Le père de Tristan, Niels Valreg, était d'une nature plus souple. Mais il voyageait beaucoup pour son travail, et Tristan le voyait peu. Les deux amis se remirent en marche. En chemin, un panneau publicitaire retint leur attention. Une ondine légèrement vêtue prenait un air extasié en serrant amoureusement contre elle un baril de plastique vert. « Depuis que vous utilisez la lessive eau limpide, nous pouvons à nouveau nous ébattre dans les rivières. Merci !» Axel émit un grognement indigné. « Ces publicitaires nous feraient avaler des grenouilles !» s'exclama-t-il. « Des ondines qui nous remercient de polluer les rivières avec nos lessives ? On aura tout vu. » « Mais de quoi te plains-tu ? Cela prouve au moins que tout le monde commence à prendre en compte la cause des anciens peuples. Et en plus, la fille est canon !» rétorqua Tristan en détaillant les formes avantageuses de la jeune ondine. Axel ne put qu'approuver. Les naïades, ondines et nymphes passaient en effet pour les êtres les plus jolis qui soient. Les deux garçons parvinrent en vue de leur établissement. Après avoir franchi les grilles, ils se dirigèrent sans hésitation vers la cour du lycée, adjacente à celle du collège. En chemin, ils rencontrèrent un groupe d'élèves de 6e, qui avaient l'air un peu perdus. Ces derniers s'écartèrent prudemment pour les laisser passer. « Ma parole, ils sont de plus en plus petits !» constata Axel en se retournant pour observer les jeunes collégiens, qui croulaient sous le poids de volumineux cartables. « On était tout de même plus grands à leur âge, non ?»« À mon avis, c'est plutôt nous qui avons vieilli », lui assura Tristan en haussant légèrement les épaules. Après cette première journée de cours, Axel rentra chez lui en empruntant des rues calmes afin d'éviter la circulation et le flot dense des passants du boulevard Saint-Michel. Perdu dans ses pensées, il heurta de plein fouet du coin d'une rue quelqu'un qui courait en sens inverse. L'individu, qui ne devait pas mesurer plus d'1 mètre, tomba à la renverse, en poussant un piaillement strident. « Je suis vraiment désolé !» s'écria Axel en se précipitant au secours de ce piéton qui avait eu la malchance de croiser sa route. Mais ce dernier ne lui répondit pas. Se redressant vivement, il enfonça son chapeau sur sa tête et prit la fuite sans demander son reste. Axel n'eut que le temps d'apercevoir les traits de son visage, un teint noireau, un nez retroussé, des yeux profondément enfoncés dans leurs orbites, et des oreilles pointues caractéristiques du petit peuple. Encore un corrigan ? Alors qu'il allait se remettre en marche, le garçon aperçut un sac de toile que le lutin avait sans doute oublié dans sa fuite. Il s'en empara et se précipita à la suite de son propriétaire. Mais malgré sa rapidité, il ne réussit pas à retrouver la moindre trace du lutin. Axel jeta un rapide coup d'œil à l'intérieur de la besace, qui ne semblait contenir que 2 objets de faible valeur. Une petite boîte blanche de calisson d'Aix-en-Provence, ainsi qu'un carnet relié en cuir rouge. Axel haussa les épaules et se résigna à rentrer chez lui en emportant le sac du lutin. Une fois à la maison, le garçon se prépara un copieux goûter. Le maigre repas de la cantine, bien insuffisant pour un jeune garçon en pleine croissance, était en effet déjà loin. Puis il s'installa sur le canapé du salon et alluma la télévision. Il tomba sur une chaîne qui diffusait de l'information en continu. Une nouvelle en particulier retint son attention. « C'est avec une profonde émotion que nous vous informons de la mort d'Urien Sorel, président de l'Association de la protection des anciens peuples, l'APAP. » annonçait la journaliste avec un air sincèrement chagriné. Âgé de 55 ans, il a été retrouvé mort hier soir à son domicile. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore élucidées. Certaines sources proches de l'enquête parlent d'assassinat, rappelant le mode opératoire utilisé par le terrible mage noir, Azor, dont on n'avait plus entendu parler depuis de nombreuses années. Ce crime odieux est-il la preuve de son retour ? Tout le monde le redoute. Mais rien n'est encore certain, et il faut laisser le temps aux enquêteurs.
Pour rappel, Urien Sorel avait créé la PAP à la fin du siècle dernier, pensant qu'il fallait agir au plus vite pour lutter contre les effets dévastateurs de la pollution humaine sur les conditions de vie des anciens peuples. Toute sa vie, il avait ainsi combattu pour la défense des droits des peuples minoritaires, à travers notamment son engagement pour la protection de leur habitat naturel, ce qui l'avait amené à jouer un rôle très actif lors des précédentes conférences mondiales sur l'environnement. Ces derniers mois, il ne s'était pas aménagé pour préparer le prochain sommet de la Terre, qui se déroulera fin septembre à New York, parvenant à y faire participer pour la première fois les représentants des principaux anciens peuples. Et maintenant, nous laissons la parole à Daniel Poupon, son successeur pressenti à la tête de la PAP. Le visage avenant et plutôt rond d'un homme aux cheveux blonds frisés, âgé d'une quarantaine d'années, apparut sur l'écran de télévision. « La mort d'Urien est une perte immense !» déclara Daniel Poupon d'une voix étranglée. « Une perte non seulement pour nous, ses amis, mais aussi pour le monde entier. Sans lui, rien ne sera plus comme avant. » Il détourna un instant le visage, cherchant à cacher son émotion. « Cependant, nous ne devons pas nous laisser aller au chagrin, » reprit-il d'un ton affermi. « Urien ne l'aurait jamais souhaité. On a voulu le faire taire. On l'a assassiné en pensant mettre fin à son combat. Mais son combat ne mourra pas avec lui. Son combat pour la justice et le respect de tous les êtres vivants est éternel et sera poursuivi. Et c'est avec cette volonté que je représenterai la PAP au prochain sommet de la Terre. » Daniel Poupon marqua une courte pause. Ses grands yeux bleus lui donnaient habituellement un air rêveur. En cet instant, il brillait cependant d'une farouche détermination. « Urien a disparu, mais les injustices faites aux anciens peuples, elles, sont toujours présentes. Vous avez, comme moi, entendu le discours du roi des géants du Givre devant le Parlement européen. Au sein de la PAP, nous soutenons ces revendications à 100%, tout comme nous soutenons également sans réserve celles des autres peuples minoritaires. Il ne faut pas oublier que la déforestation touche chaque jour davantage nos amis dryades. La pollution des eaux douces empoisonne irrémédiablement les naïades. Le trafic maritime intense et la surpêche forcent les sirènes et les tritons à se réfugier dans les trop rares réserves maritimes protégées. Un peu partout dans le monde, l'expansion des villes réduit l'habitat du petit peuple. Et que dire des diverses catastrophes nucléaires dont les effets se font encore sentir des dizaines d'années plus tard? Aujourd'hui, plus une seule Russalka ne vit en Ukraine dans la région de Tchernobyl. Et il en va de même pour nos amis Kitsune qui résidaient près de Fukushima. La journaliste reprit la parole et aborda un autre sujet d'information. Pensif, Axel changea de chaîne. Il se sentait un peu chamboulé. Certes, il ne connaissait pas personnellement Urien Sorel, mais il savait ce qu'était la PAP. Sophie citait souvent les membres de cette association en exemple et admirait leur combat pour la défense des droits des anciens peuples. Axel poussa un soupir. C'était tout de même fort triste qu'un type aussi bien que cet Urien Sorel soit assassiné. Après avoir zappé une bonne dizaine de fois, il décida finalement de regarder un feuilleton racontant les aventures de lycéens mutants. Le scénario et les dialogues, d'une rare bêtise, eurent au moins le mérite de lui changer les idées. Ce ne fut qu'une bonne heure plus tard qu'il se souvint du sac du Corrigan. Sans cérémonie, il en déversa le contenu sur la table en bois du salon. Outre la boîte de calisson et le petit carnet rouge qu'il avait déjà vu, il découvrit quelques pièces de monnaie, ainsi qu'un minuscule crayon à papier, au bout mordillé. Par curiosité, autant que par gourmandise, il ouvrit la boîte de gâteaux. À la place des calissons attendus, il y trouva un vieux mouchoir roulé en boule. En le sortant du récipient, il fit tomber un petit objet qui toucha le plateau de la table avec un bruit léger. Axel le considéra avec étonnement. Il s'agissait d'un pendentif transparent en forme de croissant de lune, sans doute du cristal, mesurant environ 3 cm. Le garçon le saisit délicatement et le leva à la hauteur de ses yeux pour l'observer plus en détail. Entre ses doigts, le croissant de lune émit une douce lumière qui ne manqua pas de l'intriguer. Mais sa surprise céda rapidement à la place à un sentiment de bien-être. Songeur, Axel le regarda quelques instants dans le creux de sa main, admirant la transparence et son éclat, jouant avec les reflets de la lumière diffractée.
À regret, il le reposa dans la boîte de calisson et ouvrit le carnet rouge, dont il parcourut les premières pages, couvertes d'une écriture en pattes de mouche, illisible à première vue. Axel mit un certain temps à comprendre qu'il s'agissait d'adresses notées à la suite. Il réussit à en déchiffrer certaines, ainsi que quelques prénoms. Georges, Vasanti, Mathilda. Se demandant s'il devait contacter l'une de ces personnes, Axel tomba soudain sur une adresse griffonnée à la va-vite sur la dernière page du carnet. Contrairement aux précédentes, elle était inscrite au crayon à papier et ne comportait aucun nom, mais seulement une brève annotation. 15 rue de Maucras, lieu sûr, attendre U. Le garçon saisit le crayon à papier qu'il avait sorti du sac en même temps que les autres affaires. Il en testa la mine sur un morceau de papier, ce qui lui permit de conclure que le Corrigan s'en était servi pour écrire cette dernière adresse. Pensif, Axel plissa le front. Le lutin n'avait-il pas l'air extrêmement pressé, voire paniqué, lorsqu'il l'avait bousculé à la sortie du lycée ? Peut-être s'était-il réfugié dans cet endroit dont il venait de prendre connaissance. Le garçon jeta à nouveau un coup d'œil sur la dernière page du carnet. Par chance, l'adresse en question se trouvait à quelques stations de métro seulement de l'endroit où il habitait. Il n'avait donc rien à perdre à y faire un petit tour. Il n'hésita pas. Sa montre indiquait 17h45. Il avait amplement le temps de s'y rendre avant le retour de ses parents. Après avoir replacé la boîte de calisson, le petit carnet rouge, les pièces de monnaie et le crayon à papier dans la besace du Corrigan, Axel enfila une veste et sortit de chez lui. Il marcha à grands pas en direction de la station de métro la plus proche, dans laquelle il s'engouffra. Le train était bondé. Quelques arrêts plus loin, il en descendit et sortit boulevard de Sébastopol, non mécontent de retrouver l'air libre. Un bref regard sur son portable lui permit d'identifier facilement la rue qu'il cherchait. Quittant le boulevard, il obliqua dans une étroite ruelle qui lui sembla sombre et déserte par le contraste avec la lumière et l'intense trafic de la grande artère. Éprouvant soudain un léger sentiment de malaise, Axel jeta un furtif coup d'œil par-dessus son épaule, mais il n'y avait pas âme qui vive derrière lui. Il laissa son regard errer sur les façades décrépies des immeubles. Numéro 9, 11, 13, numéro 15, nous y voilà, s'exclama-t-il en considérant d'un air méfiant une bâtisse encore plus défraîchie que les précédentes. L'immeuble situé au numéro 15 était en effet dans un état de délabrement avancé. Ses murs lépreux étaient rongés par l'humidité. Ses volets battaient tristement au vent. Il semblait inconcevable que quelqu'un puisse habiter à cet endroit. Les fenêtres du rez-de-chaussée avaient été murées. Celles des étages supérieurs étaient condamnées par de vieilles planches de bois grisâtres. Après avoir cherché sans résultat une sonnette ou un interphone, Axel se décida, non sans appréhension, à toquer à la porte. Aucune réponse. Redoublant de force, il frappa à nouveau, mais n'obtint pas plus de succès. Il se décida alors à recourir à ses talents de magicien et se concentra sur la porte, lui ordonnant mentalement de s'ouvrir. Cette dernière céda avec un grincement sinistre, dévoilant un couloir obscur peu engageant. Le garçon actionna en vain l'interrupteur. Cela devait faire longtemps que plus personne ne se donnait la peine de changer les ampoules des parties communes de cet immeuble, laissé à l'abandon. Axel pénétra dans le hall d'entrée. Une tenace odeur d'urine de chat le prit à la gorge. « Au moins, s'il y a un chat, on peut espérer qu'il n'y aura pas de rat », murmura-t-il en avançant à tâtons vers la cage d'escalier. Soudain, un hurlement déchirant en provenance des étages supérieurs brisa le silence. Axel sursauta, tous les sens en alerte. Un second cri succéda au premier, dans lequel le garçon put discerner un appel au secours. Son cœur se mit à battre frénétiquement. Une irrépressible envie de prendre ses jambes à son cou le fit se précipiter vers la sortie. Parvenu au seuil de l'immeuble, il s'immobilisa un instant et reprit son souffle. Les cris s'étaient transformés en gémissements plaintifs. Il était difficile d'ignorer toute la détresse de cet appel à l'aide. Axel eut honte de sa lâcheté et se força à revenir sur ses pas. Tremblant de tous ses membres, il monta les marches de l'escalier central. Sur le palier du 3e étage, sa main rencontra par hasard un interrupteur. Cette fois, une lumière blafarde l'éclaira, lui faisant cligner des yeux. Il grimpa 4 à 4 les dernières marches qui le séparaient de l'étage supérieur. La porte de l'appartement d'où s'échappaient les gémissements était entrebâillée. Le garçon se risqua prudemment dans le couloir d'entrée. Un ricanement sonore et glacé le figea sur place.
Plus que jamais, il fut tenté de rebrousser le chemin, mais une longue plainte le décida à rester malgré tout. Il déboucha dans une pièce à peine éclairée par une petite fenêtre sur cour, qui ne possédait pour tout mobilier qu'un secrétaire surmonté d'une imposante glace dorée. De toute évidence, il avait été fouillé de fond en comble, car tous ces tiroirs étaient ouverts et leur contenu avait été déversé sur le plancher. Mais l'attention d'Axel fut vite retenue par les deux voix qui dialoguaient dans la pièce voisine. L'une était haletante, suppliante, l'autre dure, avec des inflexions métalliques. « Puisque je vous dis que je l'ai perdu », gémissait la première fois avec un accent chantant, caractéristique du sud de la France. « Mensonge que tout cela !» trancha la seconde voix d'un ton cassant. « Je saurais bien te faire parler. »« Non, non, pitié, pas cela, pas... » Sa phrase s'acheva dans un râle de souffrance. « Alors, la mémoire te revient ? Je l'ai mise dans une boîte de calisson, dans la pièce à côté, peut-être. »« Tu as intérêt à ce que ce soit vrai, » menaça la voix cruelle. Axel entendit un bruit de bottes de ferraille qui s'éloignait, ainsi qu'une porte qui s'ouvrait. « C'est maintenant ou jamais, pensa-t-il, faisant taire ses craintes. » Tous les sens en alerte, il pénétra prudemment dans la pièce voisine, qui se révéla être un vaste salon dont les larges fenêtres condamnées ne laissaient filtrer qu'une maigre lumière. Là aussi, tout était sens dessus-dessous. D'abord, il ne discerna rien d'autre qu'une banquette ancienne, dont les tapisseries défraîchies avaient été rageusement lacérées. Puis il découvrit un spectacle qui le bouleversa. Derrière le canapé gisait sur le sol une pauvre créature, couverte de sang et d'ecchymose. « Aidez-moi, s'il vous plaît !» gémit-elle d'une voix essoufflée. Axel se précipita à son chevet et se rendit compte qu'il s'agissait du Korrigan croisé quelques heures plus tôt. « Il va revenir !» murmura le lutin dans un souffle. « Je vais vous porter !» proposa Axel. Mais à cet instant, la voix redoutée retentit dans la pièce voisine. « Je ne vois aucune boîte de calisson. Dis-moi où tu l'as cachée, ou je te ferai la peau. » Il n'y eut pas de réponse. À bout de force, le malheureux lutin venait de perdre conscience. Axel se pencha vers lui et le prit dans ses bras à la hâte. Malgré un embonpoint certain, il ne lui sembla heureusement pas trop lourd. Le bruit de bottes ferrées se rapprocha. « Dépêche-toi de me répondre, ou je te fais sortir les yeux de tes orbites !» La porte s'ouvrit brusquement. Saisi d'effroi, Axel n'eut que le temps de se glisser hors du salon sans se faire voir. « Hé, demi-portion, on joue à cache-cache avec l'oncle Vustan ?» ricana la voix glacée. Le corps parcouru de frissons, Axel se plaqua contre le mur du couloir, osant à peine respirer. Dans ses bras, le lutin n'avait toujours pas repris connaissance. « Tu ferais mieux de te montrer rapidement !» poursuivit le dénommé Vustan dans la pièce voisine. « Je vais finir par me mettre véritablement en colère. » Comme les pas de Vustan se rapprochaient, Axel sut qu'il devait se hâter de quitter l'appartement. Traversant l'entrée, il passa devant la grande glace dorée et sursauta en y apercevant son reflet. « Quel crétin, ce n'est que moi !» se rassura-t-il en haussant les épaules. Ses cheveux se hérissèrent sur sa nuque car le regard qui croisa soudain dans le miroir n'était pas le sien. Suspendue au plafond telle une énorme chauve-souris, une créature recroquevillée sur elle-même l'observait froidement. Ses yeux, d'une fixité minérale, brillaient dans la pénombre. Muet d'effroi, Axel faillit lâcher le Korrigan, mais il se ressaisit à temps et fonça à toutes jambes vers la sortie. Il dévala l'escalier à s'en rompre le cou et se rua à l'extérieur de l'immeuble sans oser se retourner. Le lutin plaqué contre lui, il détala avec le sentiment terrifiant que l'homme et l'horrible créature entreaperçue dans la glace de l'entrée étaient sur ses talons. Ce n'est qu'une fois parvenu au boulevard de Sébastopol qu'il cessa de courir. Quelques passants observèrent avec étonnement ce garçon hors d'haleine qui portait un lutin visiblement blessé. Mais personne ne lui posa la moindre question. Axel retrouva peu à peu son souffle, lançant à plusieurs reprises un regard inquiet par-dessus son épaule à la recherche d'un éventuel poursuivant. Voyant que tout semblait parfaitement normal, il poussa un profond soupir de soulagement et reprit son chemin d'un pas plus tranquille, ayant au préalable enveloppé le Korrigan dans sa veste. Une impulsion subite le fit se retourner une dernière fois en direction de la ruelle qu'il venait de quitter. Il sentit son sang se figer dans ses veines lorsqu'il aperçut au loin la créature du miroir ramper sur les toits des immeubles. D'un gris de pierre, elle se confondait avec les tuiles en ardoise. Axel laissa échapper un juron. Avisant un taxi non loin de lui, il s'y engouffra précipitamment, se félicitant mentalement d'avoir toujours quelques euros dans ses poches.
20 rue Mouchetard, s'il vous plaît, ordonna-t-il d'une voix blanche. Allongé sur le lit d'Axel, le Corrigan n'avait toujours pas retrouvé connaissance. Anxieux, le garçon épongea son front ensanglanté et fut rassuré en découvrant qu'il n'avait pas de blessure grave. Il en profita pour l'observer attentivement. Outre son nez en trompette, son teint mat et ses oreilles pointues, le lutin avait des cheveux noirs hirsutes et une courte barbe taillée en pointe. Il était vêtu d'un costume noir à fines rayures blanches qui aurait pu être élégant s'il n'avait pas autant souffert du traitement que Vulstan avait infligé à son propriétaire. En plusieurs endroits, il était taché de sang et avait une grande déchirure à l'épaule gauche. Au bout de quelques instants, le Corrigan sembla enfin revenir à lui. Commençant à s'agiter, il ouvrit les yeux et regarda autour de lui d'un air effaré. « N'ayez crainte !» le rassura Axel, assis à son chevet. « Vous êtes ici en sécurité. » « Eh bé, que m'est-il arrivé ?» demanda-t-il avec son accent du sud, tout en portant la main à son front égratigné. « Vous ne vous souvenez de rien ?» s'enquit Axel, s'étonnant de la perte de mémoire du blessé. Le lutin répondit par la négative. « Je les ai trouvés par terre, couverts de sang, dans un appartement près du boulevard de Sébastopol. Quelqu'un vous avait roué de coups afin de vous faire parler. » Le lutin prit une expression songeuse, fronçant ses sourcils broussailleux. « Bonnemire, je m'en souviens maintenant. Cet homme horrible accompagné de sa créature. » « Qui était cet homme ? Et pourquoi vous voulez-il du mal ?» interrogea Axel, bouillant de curiosité. Son interlocuteur l'observa un instant d'un air terrifié. « Crois-moi, » murmura-t-il d'une voix éteinte. « Il est préférable que tu en saches le moins possible dans cette histoire. Tes jours seraient en grand danger. » Déçu, Axel ravala les questions qui lui brûlaient les lèvres. « Je te remercie de tout mon cœur pour tout ce que tu as fait pour moi, » déclara le Corrigan. « Mais il ne faut plus prendre de risques, je dois partir sur le champ. » Le lutin repoussa la couverture sous laquelle il était allongé et tenta de se redresser. Mais il retomba aussitôt sur le lit en poussant un hurlement de douleur. « Coquin de sort !» se lamenta-t-il d'une voix aiguë. « Je dois avoir une côte cassée, peut-être même 2 ou 3, ajouta-t-il en tâtant sa cage thoracique avec un rictus de souffrance. « Voulez-vous que j'aille chercher un médecin ?» proposa vivement Axel. « Surtout pas, la médecine des humains, très peu pour moi. De plus, il faut rester discret, il ne faut pas qu'il me trouve. » « Mais qui ça, il ?» s'inquiéta Axel, qui avait déjà oublié les recommandations du lutin. Ce dernier lui lança un long regard. « Je ne peux rien te dire. Comment savoir si tu es digne de confiance ? Après tout, tu n'es qu'un humain. » Je savais les Corrigans méfiants, s'énerva Axel, mais étant donné les circonstances, j'espérais un petit peu plus de gratitude. « Mais qu'est-ce qu'il me chante là, ce jeune fada ?» piailla le lutin en postillonnant d'indignation. « Moi, un Corrigan ? Pétard, personne jusqu'à présent n'avait osé m'insulter de la sorte. »« Oh, 1000 excuses !» ironisa Axel, légèrement excédé par les manières de son interlocuteur. « Mais je tiens à vous dire que les Corrigans sont des gens très honorables. » Axel eut un instant de silence avant de reprendre la parole. « Mais si vous n'êtes pas un Corrigan, qu'est-ce que vous êtes ? » « Je suis un farfadet, » répondit le lutin avec fierté, « originaire de Provence. »« Ah, je me disais bien aussi, vous avez un accent marseillais très marqué. »« Oui, et on me dit que ça me va plutôt bien, » fit remarquer le farfadet avec un brin de coquetterie dans la voix. Axel eut un sourire amusé. « Pour en revenir à votre blessure, reprit-il d'un ton plus sérieux, qu'allons-nous faire ? Une côte cassée, ce n'est pas compliqué, il suffit de laisser faire la nature. Le problème est plutôt que je ne peux plus retourner chez moi, et encore moins dans l'appartement où tu m'as trouvé. C'est maintenant trop périlleux. Vous n'avez pas de famille ou des amis qui pourraient vous héberger ? Si, il faudra les prévenir. J'ai bien peur qu'ils ne soient eux aussi en danger. »« Je ferai ce que je pourrai pour vous aider, » proposa Axel. « Mais en attendant, il faut que vous vous reposiez. » Le garçon réfléchit un instant. « J'ai peut-être une solution, » commença-t-il en levant et en ouvrant une porte située à côté de son bureau. « Ce grand placard me sert de débarras. Mes parents n'y mettent jamais le nez. Je pourrais vous y installer un petit lit bien confortable. » À ces mots, les traits du farfadet se détendirent. « Ce serait vraiment très gentil de ta part, » répondit-il avec un large sourire. « En principe, je n'aime pas m'imposer chez les gens, mais étant donné les circonstances, je n'ai pas le choix. J'accepte donc de loger dans ton cafouche. » Il eut soudain une expression soucieuse. « Mais comment feras-tu pour les repas ?
Axel haussa les épaules. « Je me débrouillerai, répliqua-t-il d'un ton vague. Je trouverai bien quelques restes à la cuisine. Le lutin eut un haut le cœur. Des restes? Je vais regretter la bouillabaisse de chez nous, fit-il avec une grimace de dépit. Axel ne put s'empêcher de penser que le lutin ne devait finalement pas souffrir tant que cela pour se préoccuper autant de la qualité de la nourriture. « Ne vous inquiétez pas, lui assura-t-il, ma mère est un véritable cordon bleu. » Le farfadet hocha la tête. « Cela pourra me réconcilier avec la cuisine des gens du Nord, » affirma-t-il d'un air peu convaincu. En un temps record, Axel transforma le placard mal rangé en un lieu accueillant. Une couverture pliée en 4 fit office de matelas, un coussin du salon, d'oreiller, et, comble du luxe, le farfadet eut même le droit à une lampe de chevet. Après l'avoir installé sur son lit de fortune, Axel lui apporta une copieuse collation, pain, fromage et saucisson, ainsi qu'un verre de lait, que le lutin but d'un trait. « À propos, comment vous appelez-vous » demanda Axel. « Mes amis m'appellent Titou. Et vu ce que tu as fait pour moi ce soir, je crois que tu es également en droit de m'appeler ainsi. Tu peux également me tutoyer. Et toi, quel est ton nom ?»« Axel Dunois. » Le farfadet bâilla sans retenue. « Je crois que je vais te laisser dormir, » proposa Axel. « En plus, mes parents ne devraient pas tarder à rentrer de leur travail. » À peine avait-il achevé sa phrase que la porte d'entrée claqua, confirmant ainsi ses paroles. « Ce sont eux, il faut que j'y aille, » ajouta le garçon à voix basse. Les traits de Titou se figèrent. « Surtout, pas un mot de mon existence à quiconque, » supplia-t-il en plongeant son regard dans celui d'Axel. « Ni à tes parents, ni à tes amis. C'est une question de vie ou de mort. » Axel le lui promit. Puis, s'efforçant de prendre un air aussi naturel que possible, il descendit rejoindre sa mère, qui s'affairait à ranger les courses dans la cuisine. « Bonsoir, mon petit chaton !» lança Sophie. « Comment s'est passée ta journée ?» Préoccupé par le farfadet, le garçon ne prêta qu'une attention limitée à la question de sa mère. « Bof, oui, très bien, » répondit-il distraitement. « Tu m'as l'air d'être ailleurs, » remarqua Sophie, fine mouche. « C'est la rentrée qui t'a mise dans cet état ? Tu n'as pas eu de problème au moins ?»« Non, tout va bien, je t'assure, » répondit-il. Observant son fils d'un air soupçonneux et inquiet, Sophie ne lui posa néanmoins pas d'autres questions. Non sans peine, Axel soutint son regard et ressentit l'espace d'un instant l'envie très forte de tout lui raconter. C'était la première fois qu'il lui cachait quelque chose d'aussi important, et il eut soudain le sentiment de la trahir. Mais il se souvint de l'expression apeurée du farfadet lorsque ce dernier lui avait demandé le silence. La voix sinistre de l'homme qui avait torturé Titou et le visage grimaçant de l'horrible monstre pendu au plafond lui revinrent également en mémoire. Peut-être valait-il mieux tenir sa mère hors de cette histoire, même s'il serait difficile de tromper sa vigilance. L'arrivée du père d'Axel, portant des sacs de courses dans la cuisine, coupa court aux hésitations de ce dernier. « Alors, cette rentrée ?» demanda à son tour Vincent. « Super !» répondit Axel en s'efforçant cette fois de montrer un peu plus d'enthousiasme. Vincent Dunois avait la même taille que son fils. Il était en réalité plus grand de 2 cm, mais cela ne durerait sans doute pas. Vincent avait les yeux aussi sombres qu'Axel les avait clairs, et ses cheveux noirs, qui argentaient aux tempes, ne rappelaient en rien la tignasse auburn continuellement ébouriffée de son fils. Le peu de ressemblance entre eux deux n'avait rien de surprenant. Vincent n'était en effet pas le père biologique du garçon. De ce dernier, Axel ne conservait aucun souvenir, et pour cause, son père, Sam Frémont, était mort quelques mois avant sa naissance. Sam n'avait donc pas pu le reconnaître, ni épouser Sophie comme prévu. Pour tenter d'établir un lien avec ce père trop tôt disparu, Axel ne possédait que 2 objets, une montre bracelet lui ayant appartenu ainsi qu'une vieille photographie, où Sam et Sophie, débordant de jeunesse, prenaient la pose en riant aux éclats. Axel était âgé de 2 ans lorsque Vincent Dunois avait épousé Sophie. Vincent avait adopté le petit garçon et lui avait donné son nom. Mais en vérité, il lui avait donné beaucoup plus que cela. Axel n'avait jamais vraiment manqué d'affection. Pour lui, Vincent était son véritable père, et il l'aimait comme tel. « Et toi, ton travail ?» chercha à s'informer Axel après quelques instants. « Rien de spécial, juste la routine, des dossiers, des clients. » Vincent était un avocat de renom. Il avait acquis sa réputation en plaidant le premier la cause des représentants des anciens peuples contre les humains.
Au cours d'un procès retentissant, il avait en effet défendu un voire-loup accusé à tort de meurtre. De l'avis de tous, son plaidoyer était resté célèbre comme un exemple émouvant du droit à la différence. « Tu as plaidé aujourd'hui » interrogea Sophie. « Non, je le ferai demain. Un cas épineux qui oppose un agriculteur du Cotentin à une colonie d'Aragoussais établie sur ses propriétés. C'est toujours le même problème. À qui appartient réellement la terre ?